Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission d'information inutile, mais donnée dans le plaisir et le respect d'autrui. Avec moi, comme à chaque semaine, Francis Côté et Mélanie Saint-Germain, qui vont nous parler de sujets un peu plus ravissants. Aujourd'hui, plein d'informations extraordinaires. Mais avant, ma question du jour, je voudrais savoir, vous, là, si votre vie était un film, quel film ce serait et pourquoi? Francis? Je vais être cute ce matin. Ce serait les pages de notre amour. Hein, gars, c'est quelqu'un qui a rencontré une femme dans sa vie. Ils se sont croisés à différentes occasions. Et à la fin, le gars raconte l'histoire à sa femme parce qu'ils ont écrit leur histoire. Et à chaque jour, il va au centre de personnes âgées pour lui raconter son histoire. Et à la fin, ils meurent tous les deux dans le lit. Fait que je vais être kitsch ce matin. Je vais penser à ma conjointe. C'est drôle, ça m'écoeure. Moi, je Elle était émue, toi, ça m'écoeure. Moi, j'étais émue. Ouais. C'est pas Quétaine, non, mais c'est tellement un beau film, La vie en rose d'Édith Piaf, avec Marion Cotillard. Parce que, je sais pas, peut-être que j'ai envie du jeu de Marion Cotillard, puis que je me dis qu'un jour, peut-être, je pourrais faire un jeu de cette envergure-là. Mais écoute, c'est tellement fabuleux de la façon que c'est joué, La vie d'Édith Piaf. On s'entend que c'est assez fou, puis c'est assez... C'est un peu notre Édith Piaf demi-soise. Non, je me prétends pas. Je n'oserais pas dire ça parce que je chante pas du tout. Mais bon. Ça va venir, t'as tellement plein de talent. Ah, merci. J'espère. OK. Moi, je pense que ce serait mon classique des classiques. Là. Je pense que j'aimerais ça que ma vie soit Le Magicien d'Oz. Oh! Parce que j'ai toujours aimé ça, ce film-là, parce que ça traite du rêve. Puis moi, j'aime beaucoup me définir par ma capacité à réaliser mes rêves. Et puis, j'imagine dans un monde où tout se peut, je ferais un super épouvantail. C'est vrai. Non, mais c'est surprenant, Pierre. À chaque fois que tu ris, ça me surprend. Oui, c'est tout. C'est égal à la vie magique. Oui, mais toi, Mélanie, tu vas quand même nous surprendre parce que tu vas nous parler ce matin de tricotinage. Donc, pas de tricotage. Non, aucunement. Mais tu vas nous expliquer la différence entre les deux. Ben oui, le tricotage, c'est pas pour moi. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop complexe. Les patrons à suivre, ma belle-mère tricote, mon Dieu, au crochet, à broche. Ah, j'ai pas la patience pour ça, mais je trouve ça beau, les tricots, puis j'aimerais ça. Ma fille a eu un kit. Ma fille, oui, regarde-tu, en partant, elle a 8 ans. Elle a eu un kit de tricotinage. OK. Et ça, c'est pour les enfants, mais oh mon Dieu, pour les parents, ça peut être le fun. Moi et ma fille, on a développé une passion folle à faire du tricotinage et à faire, mon Dieu, l'éventail de tout ce qu'on peut faire avec ça. Et c'est d'une simplicité à couper le souffle. Mais comment on passe, mettons, de ça à ça? Je vous ai un beau petit modèle, parce que, bon, il y a différents tricotins. Ça s'appelle vraiment des tricotins. OK. Pour faire des tucs, des bas. Des bas? Oui, on peut faire des bas, des guêtres, des choses comme ça. On peut faire des foulards. On peut même, avec bien de l'ambition, faire un chandail. Mais bon, ça T'es prend pas l'ambition. rendu là. Non, puis regardez, je peux vous faire ça tout en jasant. On tourne autour comme ça. On fait le tour, mais on s'entend que plus il y a des mailles, plus on le fait longtemps, le tour. Et on fait ça pendant qu'on écoute la télé. Là, il est trop serré. Puis ça y va comme ça descend. Puis c'est simplement ça. Là, j'ai fini. T'as fini. Je sais quoi que tu passes une maille, tu passes l'autre par-dessus à chaque fois. Exactement. OK. C'est pas plus compliqué que ça. Là, tu nous construis quoi en ce moment? Là? Ouais. Ici, oh, ça peut être un doigt de gant. Oui, non, c'est ça. sérieusement. Tu sais qu'il y a plein de blagues. Regardez, j'ai fait des bracelets comme... Oui, c'est ça. Oui, je m'en doutais. Bon, il y a des bracelets ici qui ont été faits, mais on peut faire des tours. Ça peut servir, dans le fond, pour faire le tour d'un foulard. Celui-là, je l'ai fait à la main, au bras. Au bras? Au bras. Ça, C'est une autre sorte de tricotinage. C'est que, dans le fond, tu tricotes avec tes bras. OK. OK? Mais là, il faut que tu le finisses il y a eu avant d'arrêter. là. Exactement. Il y a eu une grosse mode de ça. Là. Tout le monde tricotait avec ses bras. Ça fait des super beaux foulards. Tu peux faire des couvertes. Le problème, c'est que si le téléphone sonne ou si ta fille a besoin de dîner ou d'une collation, si c'est terminé, tu perds ton foulard. Donc, c'est parfait quand tu es tout seul dans le désert. Voilà, exactement. Mais c'est le fun aussi. Mais pour le tricotinage, ça m'a pris 2 heures faire ça. 2 heures. C'est bon. Fait que c'est efficace, c'est rapide, on voit vite les résultats, tout le monde est heureux, tu tricotes puis tu es fier de toi. Mon Dieu, c'est pour le sentiment de fierté, là, c'est assez Puis, extraordinaire. ça prend-tu de la patience, de la minutie Pas du ou tout. pantoute? Là? Pas du tout. Puis moi, je suis une fille qui est manuelle. On s'entend que je travaille beaucoup avec mes mains et tout ça, mais pour le tricot, je suis vraiment pas patiente. Moi, quand je commence, il faut que je finisse. Chose qui arrive pas en tricot. C'est long. Ça
Ça prend des... Moi, sérieusement, ça a été mon antidéprime de mes vacances. OK, ça, dans le sens, c'est un passe-temps. Ah oui! Tu penses à d'autres choses. Ah ça te oui, sort de ton vraiment. Puis là, tu quotidien. commences, puis tu vois tout de suite le résultat. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ça va rapidement. Tout le monde peut le faire. Écoute, sur la boîte, c'est vraiment marqué 6 ans et plus. OK. Puis, pour vrai, il ne faut pas sous-estimer ces tricotins-là. Moi, tous mes amis capotent, là. Ils veulent tout en faire. Peut-être que pour vous autres, les gars, c'est moins intéressant. Mais en même temps, votre blonde est tranquille pendant qu'elle fait ça. Il y a plus de... Ah non, pour vrai. Puis c'est vraiment, vraiment rapide. C'est le fun. On décroche. Puis on n'a plus envie de faire rien d'autre. On a rien sur la Puis tête. comment ça peut coûter un kit de tricotinage, là, pour commencer, pour débuter? Là, pensez pas sauver de l'argent en faisant vos trucs, là. Ouais. Pour vrai, sérieusement, ben parce que la laine, ça coûte cher. Ouais. OK. Pour vrai, pensez Non, pas c'est sauver honnête. de l'argent, hein? C'est très honnête. Pensez pas sauver de l'argent. Une tuque comme ça, là, ça peut valoir 15 là. OK. Il y a 15 de laine, Il y là. a à peu près, tu sais, je veux dire, tout dépendamment de la laine que tu achètes, il y a de la laine plus chère, il y a de la laine plus... mais tu sais, quand tu veux te faire des beaux gros bas qui montent très haut, bon, on peut s'attendre à 2 balles de laine. Pour de la bonne que laine, 10 à 12 la balle, sinon tu en as à 6 piastres. mais- Est-ce que on peut économiser de l'argent, par exemple, en s'achetant un mouton? Oui. Et en tondant, en faisant de sa propre laine? Définitivement, j'aime ça que tu apportes ce côté-là à ma chronique. Je trouve ça super ludique, c'est le fun. Mais sérieusement, c'est un beau passe-temps pour les filles et pour les gars aussi, qui ont comme cette envie-là de tricoter, qui sont incapables comme moi, que j'ai essayé autant de faire des pantoufles avec des crochets, puis que finalement, ça a tout à fini à côté du divan, puis le projet n'a jamais été Ouais. fini. Bien ça, il y a possibilité de finir des projets. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Ça se peut de finir un projet en tricotant. Bravo, bravo. Je pense que je connais des gens qui pourraient être intéressés à faire ça. Sérieusement, on devient accro, c'est super le fun. Mais le kit en tant que tel, il est-tu bien dispendieux? Juste avoir les... Celui-là, je dirais que ma belle-mère l'a payé quand même assez cher. Il est solide, là. Tu sais, OK. c'est un beau tricotin. Mais non, tu peux avoir ça vraiment pas cher. À la limite, je pense, même dans les magasins $1, il y a des tricotins pour quelqu'un qui veut essayer. OK. Mais comme lui, il est moins... Plus cheap. il est plus cheap un peu. Lui, il va vraiment bien, là. OK. Puis c'est vrai, pour payer plus cher si vous aimez ça, parce que quand tu tricotes et que ça pogne et que ça jamme, là, encore là, il y a des chances de lâcher le projet. Mais non, c'est vraiment pas dispendieux. Là, sérieusement, on peut en avoir pour 5 ou 10 ou 15 le kit. Là. C'est un beau programme. Oui. Merci, Mélanie, Si on de a besoin de ton... vêtements ou de sous-vêtements, on fait Comment? appel à Oui. toi. On t'appelle. Ben voilà. C'est génial, ça. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de catastrophes naturelles. On change de sujet. On change de sujet. complètement. Mais pourquoi? Tu sais, on a eu, on sait les incidences du réchauffement climatique, on en parle. Et il y en a beaucoup qui vont dire, par exemple, là, on a un hiver doux, il n'y avait pas de neige, et les gens nous sortent maintenant une photo de 1922. Ah, Ah, oui. on a déjà eu un hiver pas de neige. Mais ça, on ne remet pas ça en question. C'est juste que la récurrence des catastrophes naturelles arrive de plus en plus souvent avec le réchauffement climatique. Et je voulais faire un peu de ménage là-dedans. Parce que des fois, c'est pas clair. Et qu'est-ce qui est, selon toi, le plus fréquent ou le plus dévastateur? C'est pas ce que je pensais. Fait que j'ai fait une petite recherche là-dessus. Et quand on parle de catastrophe naturelle, là, on parle d'un événement qui est brutal, puis qui va attaquer les populations, les infrastructures. Parce qu'une catastrophe naturelle qui arrive dans un endroit où il n'y a rien ni personne, on n'en parle même pas. Non. Non, mais Ça, c'est c'est intéressant. pour ça, c'est vrai. Il y a deux types de catastrophes naturelles. Il y a les climatiques et les telluriques. Quelle est la différence? Tellurique, c'est quoi? Tellurique, ça vient du sol. Climatique, ça vient des airs. OK. Ben oui, c'est clair, oui. Donc, par année, 300 millions de personnes vont être victimes d'une catastrophe naturelle. Là-dessus, à peu près 78 000 vont mourir. Mais dépendamment, des fois, il y a des grosses catastrophes une année, des Par années, il y année? en a moins. Ouais, c'est une moyenne. C'est une moyenne, on s'entend. Dans les climatiques, on va commencer par le cyclone. Les cyclones, on les connaît. C'est quoi un cyclone? C'est un tourbillon d'air qui se déplace très rapidement puis qui tournoie sur lui-même. Un peu comme un danseur de ballet, mais à grandeur planétaire. Alors, on va se rappeler d'un cyclone dévastateur. Ben, il y en a eu plein. Il y en a Là. eu plein. Il y a eu Katrina, ben oui, J'allais dire Katrina. Karina, excuse-moi. Non. Karina. Cyclone et ouragan, y a-t-il une Ben non, non. Moi, j'en ai pas trouvé, là. Ben OK. oui, j'imagine, parce que dans la langue française, chaque mot a son chose. Mais là, je parle pas d'ouragan. OK. Je pense qu'un ouragan, c'est un type de cyclone. Et si c'est pas ça, Ouais, je ben, vous pense. me lancerez des roches. Donc, Katrina, on parle de Katrina, vent de oui. 280 km/h avec des vagues qui ont atteint 11 mètres, qui ont mis, bon, on le sait, là, ça a tout dévasté, 1836 morts, ce qui est quand même peu par rapport à d'autres là, que j'ai vus, mais ça reste que c'est pas nécessairement trippant.
Un autre, c'est une tempête. Une tempête, on en voit souvent. Une tempête, c'est quoi? C'est un orage, là, une perturbation atmosphérique, il y a de la pluie, du tonnerre, du vent. C'est étendu. C'est là. étendu. Les tempêtes, il y en a beaucoup. C'est pas quelque chose qui est nécessairement dommageable à court terme dans la tempête. On parle dans les grosses tempêtes, là, on peut parler de 88 morts, entre autres en France en 99. Mais la tempête, qu'est-ce qu'elle provoque? Une autre catastrophe qui est la plus fréquente, qui sont les inondations. Parce qu'on a des inondations, par exemple, ici, on en a beaucoup parce que quand la neige fond, ça décolle. C'est la plus répandue dans le monde. C'est de l'eau qui submerge les terrains. Après les tempêtes, il y en a beaucoup. C'est lui qui touche le plus les êtres humains. L'accumulation de pluie. Oui, puis tout c'est ça. On a 5 à 7 de chances dans notre vie d'être victime d'une inondation. Il faut faire attention parce que même maintenant, là, quand il y a des zones inondables, les assureurs à ce temps font extrêmement attention parce que c'est compliqué. Une autre catastrophe qui m'a surpris, c'est la canicule. Les grandes chaleurs. Oui, C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Canicule, c'est une intense chaleur. Ouais. Donc, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. On peut parler, moi j'étais en Europe en 2003 quand il y a eu la grande canicule. Et d'ailleurs, là, je me rappelle, oui, je me souviens de ça. dormir, pas être capable de dormir le jour tellement il faisait chaud. C'était hallucinant. En 2003, cette canicule-là a été extrême. On parle de plusieurs records de température qui ont dépassé 40 degrés Celsius. Combien de personnes sont mortes? 4000? 30 000 personnes sont mortes entre juin et août 2003 en juin Europe. et août? Oui, en 2 mois. Donc, c'était une des catastrophes naturelles les plus destructives des 50 dernières années. C'est fou parce que visuellement, on voit rien. C'est ça Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ce qui va arriver de plus en plus. Et la dernière dans ma première catégorie, que j'ai déjà oublié, les climatiques, c'est la sécheresse. Sécheresse, c'est quoi? Il pleut pas. Il n'y a pas assez d'eau. Pourquoi ça nous affecte? Parce que oui, il n'y a pas d'eau, mais c'est parce que ça touche après ça l'agriculture. On n'est pas capable de... Bon. Et ça aussi, c'est assez dévastateur. Entre 90 et 93, en Somalie, la saison des pluies a été exécrable. Il n'y a presque pas tombé d'eau. Et ça l'a amené, parce que sur le fait qu'il ne tombe pas d'eau, il n'y a personne qui meurt parce qu'il ne tombe pas d'eau, là. Mais au bout du compte, il est mort 400 000 personnes. Parce que pas capable d'élever leur bétail, pas capable de faire de l'agriculture, et ces gens-là sont morts de la famine, parce qu'à un moment donné, tu n'as plus rien à manger. De l'autre côté, on va parler des catastrophes telluriques. Donc ça, c'est ça qui vient de la Terre. Là-dedans, ce qu'on va appeler un séisme ou un tremblement de terre. C'est des vibrations au sol, là, les plaques tectoniques qui se frottent. On voit le plus connu des dernières années, Haïti, bien sûr, qui est allé à 7 sur l'échelle de Richter. Le 12 janvier 2010, 300 000 personnes sont mortes. C'est quand même... et surtout, dans je vais y revenir plus tard, là, mais dans les milieux pauvres, c'est toujours plus dévastateur. Si le séisme a lieu sous l'eau, ou qu'il y a une éruption volcanique sous l'eau, ça crée un tsunami. Eh oui, c'est comme un raz de marée qui est dû soit un séisme, une éruption volcanique sous-marine, un glissement de terrain d'une grande ampleur, mais sous l'eau. Et là, ça crée... On va se rappeler de celui de... Philippines, La Thaïlande, c'est ça, en Asie du Sud-Est. Il atteint 9 sur l'échelle de Richter. On parle de vagues de 10 mètres de haut, mais qui arrivaient sur la côte à 800 km/h. C'est fou. T'as pas le goût de voir ça dans ta vie. T'as le goût de le voir, mais t'as le goût d'être capable de t'enfuir rapidement. On parle de 227 000 personnes qui sont mortes avec ce tsunami-là. Et quelque chose qui est à remarquer, c'est que les morts n'arrêtent pas après le tsunami parce que c'est un des catastrophes naturelles où il y a tellement de cadavres qui, avec l'eau, vont se putréfier que ça crée des maladies. Donc, c'est compliqué. Éruption volcanique, pas très... toujours spectaculaire, tu sais. C'est pas le plus dommageable, par exemple. C'est l'émission de lave, donc un volcan qui éclate. On va parler, par exemple, en Colombie, en 95, il y a eu une éruption où il y a eu une coulée boueuse volcanique de 68 millions de mètres cubes, haute de 20 mètres de haut. Et là, c'est tombé durant la nuit. 25 000 personnes dormaient et sont décédées. Okay. Oui, mais en général, on le voit venir maintenant au niveau des éruptions volcaniques. Et le dernier, le glissement de terrain. Donc, c'est quand il y a une masse de terre qui descend, on voit il y a des coulées, on voit beaucoup ça. Ici, on le voit peu, en fait, là, parce qu'on est quand même sur un roc canadien qui s'effrite moins. Saint-Jean-Vianney. Oui, Saint-Jean-Vianney, entre autres, là, qui est un classique, on va se rappeler, régional.
On a de plus en plus d'événements, des catastrophes naturelles. Et pourquoi on en a de plus? 2 raisons. 1, le réchauffement climatique. Et 2, la densité de la population. Il y a de plus en plus de personnes. Comme je disais, il n'y a pas de catastrophe climatique si il n'y a personne. Monde, Donc, comme il y a plus de monde, et l'augmentation de la température fait ça. La fréquence des catastrophes est donc de plus en plus grande et malheureusement, ça touche, c'est encore plus dévastateur chez les pays ou les personnes défavorisées, puis les pays en voie de développement. Pourquoi? Quand, mettons, il y a quelque chose qui va arriver dans un pays industrialisé comme nous, on va avoir plus de dommages économiques. Donc, on va détruire les bâtiments, etc. Mais souvent, les infrastructures vont être mieux faites, on va être mieux préparé. L'après-crise, on est mieux organisé. Donc, moins de décès humains, mais plus de décès matériels. Et c'est l'inverse dans les pays sous-développés. Finalement, quelle est, selon vous, la catastrophe qui est qu'on voit le plus souvent et qui est le plus dommageable? Non, celle qui arrive le plus souvent, j'ai déjà dit, c'est les inondations. Oui, mais celle qui est le plus dommageable par rapport statistiquement, là, en récurrence et nombre de victimes. C'est... Non, même pas. Je sais pas, non. C'est le cyclone. Ah ben oui, on en voit tellement. Ben oui, il y a des cyclone. émissions. Il y a des émissions. Il y a des émissions sur les cyclones dans ma vie. Et ça fait un peu le tour des catastrophes naturelles. Vous allez me dire pourquoi j'avais le goût de vous parler de ça. Aucune idée, je suis tombé là-dessus puis je trouvais ça super intéressant. On s'en souhaite pas. On s'en souhaite pas. On s'en souhaite pas. Fait que, Francis, pour changer le beat, là, pour mettre un peu de gaieté dans tout ça, parce que moi, je trouvais qu'on avait trop de fun, tu vas nous parler de développement du bien-être. Le développement et le bien-être. Donc, je vais m'adresser à toi à la maison, qui me regarde, qui va sur Facebook de temps en temps, qui voit de belles paroles. Ces dernières années, plusieurs chercheurs se sont intéressés à déterminer ce qui pouvait rendre les gens plus heureux, leur permettre de développer un niveau de bien-être amélioré. Donc, je pourrais te lire des phrases comme « Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. » Je pourrais te dire « Écoute ton cœur, il connaît toutes choses parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour, il y retournera. » Je pourrais dire la façon dont tu traites les autres est un reflet direct de la façon dont tu te sens envers toi-même. Je pourrais aussi te dire, rien dans ce monde n'arrive par hasard. Je pourrais t'indiquer de bonnes lectures comme Aime, mange et prie d'Elizabeth Gilbert, où un ressourcement, un changement de vie s'avère nécessaire, où on fait le choix d'aller vers quelque chose, une destination ultime. Je pourrais te dire Le secret de Rhonda Byrne, un classique qui te permet de trouver la réponse en toi. Non pas ailleurs, mais en toi. Je pourrais aussi dire Sylva Bergeron, des cours classiques qui se déterminent à chaque endroit, un peu partout au Québec, d'ailleurs, de Boom-Stesny, 13 janvier, où les gens vont apprendre à aller parler devant les autres et faire un parallèle entre un défi personnel et les défis de sa vie. Je pourrais aussi te parler de certaines religions qui ont exactement le même profil et qui vont t'amener finalement dans des zones un petit peu de développement personnel comme ça. Mais si je comprends bien, tu pourrais nous parler de ça, mais tu nous en parleras pas. Pas du tout. Parce que ce que je vais te parler à toi, et ça, c'est à toi seulement que je vais le dire, et à Mélanie et à Pierre. Merci. Ça vient d'un ami commun qu'on a, moi et ma blonde, Sylvain Bernier, psychologue, qui, dans ses formations, relatait et citait, je veux donner la source adéquatement, c'est Lion Burskis S. et Seligman Martin. Je pourrais vous donner les titres des ouvrages, mais une réflexion, c'est appuyé par des chercheurs, des psychologues, qui vont déterminer comment, finalement, trouver ce bien-être-là. Je vais y aller avec un dessin. Je t'avertis, je dessine très mal. Par exemple, si, admettons, tu veux te sentir mieux, tu peux lire toutes ces références-là que je vous donnais tout à l'heure, mais ce que je te conseille, admettons que je trace un cercle. Si tu veux te sentir mieux, sur quoi tu as du pouvoir? En fait, il y en a la moitié. Il y en a 50% que c'est ton capital de départ dans la vie, c'est-à-dire tes origines. Est-ce que tu es quelqu'un de positif? Est-ce que, naturellement, dans la famille dans laquelle tu vas naître, tu vas avoir des gens positifs autour de toi. Ça, c'est la moitié. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu viens au monde dans un contexte, tu habites dans un contexte, dans un pays. Si tu es un enfant syrien, tu as beau être positif dans la vie, je m'excuse, tu es dans un pays de guerre, tu as le goût de t'en aller, tes parents t'emmènent, tu es un exilé, bon, etc. Ça, c'est la moitié, c'est le départ. C'est le point de départ de ta vie, ce que tu es. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. On s'entend? C'est vrai. Je vais prendre un 10 %.
Il y a un 10 que c'est la météo qu'on appelle, c'est-à-dire un peu comme les catastrophes naturelles, des circonstances externes, les événements qui arrivent dans ta vie. Un cancer, Un accident. il y a des affaires plates. Gagner à la loto. Gagner à la loto, ça a une influence. Ah oui, Bon, ça, c'est exactement. des choses externes. Et tu n'as pas le choix. Tu as beau être fâché, être de mauvaise humeur, dire je ne suis pas bien dans ma vie, c'est des éléments externes et tu n'as pas de pouvoir dessus. Il va en arriver dans ta vie. Tu n'as pas le choix. Tu as écrit quelque chose d'extraordinaire là-dessus, je fais référence, j'ai pensé à toi. Et ça, tu n'as pas de contrôle sur ce petit morceau-là, dans le positif ou le négatif. Il reste un 40 C'est quoi le 40 qui reste? Ça, c'est mon pouvoir. C'est ce qui me reste, c'est-à-dire mes activités, mes pensées, mes choix, ma façon d'être. C'est-à-dire, si tu choisis d'être positif, de travailler dans le 40 qui te reste, tu ne choisis pas d'où tu viens, tu ne choisis pas les événements plates ou heureux qui arrivent dans ta vie, mais le 40 quelles lunettes tu vas porter? Comment? En persistant dans les efforts positifs. L'effort, ça, c'est sûr qu'il n'y a rien qui arrive sans effort. Et voilà. Effectivement. Si dans ta vie, toi, à la maison, si dans ta vie, tu fais le choix de prendre le crédit de ce qui est bien qui arrive dans ta vie, de faire le choix des gens autour de toi, des activités que tu fais, des rêves que tu veux réaliser. Ah oui, ça, c'est hyper important. Moi, je trouve qu'on devrait se définir par notre capacité à réaliser nos rêves. Mais Tout le pour ça, temps. il faut décider, il faut un peu Faut faire établir des c'est quoi choix. sont nos Oui, rêves. voilà. Il faut faire ce choix-là. La deuxième chose, prendre les bonnes lunettes pour analyser. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, je lui disais, porte les bonnes lunettes, vois les choses positivement, je le sais. Il y a des événements, on l'a dit tantôt, dans la vie qui font qu'on ne peut pas être positif. Mais pour les autres, on peut avoir la bonne paire de lunettes d'en À face. partir de là, tu décides ce que tu fais avec Ben ce qui voilà. t'arrive, là. Exactement. C'est ça. Et finalement, trouver des solutions au lieu de dramatiser. Mets-toi en mode solution. Enlève le drame. Action. Essaie de te retirer. Je le sais que c'est pas évident, les gars, on a un peu plus cette facilité-là, peut-être, de façon cartésienne, à trouver des solutions. Ça ne marche pas tout le temps, il n'y a pas des solutions à tout, mais pour certaines affaires, décider d'être positif et de trouver une façon de réaliser ce qu'on veut faire. Et finalement, 2 petites choses positives tous les jours à identifier. J'ai fait une blague dans un party des fêtes où j'ai donné un kit où on devait écrire sur le frigo. Ça ne me ressemble pas tellement à cette chronique-là, mais ça, je l'avais trouvé bonne. Un but le matin, tu l'écris sur ton petit calepin, et à la fin de la journée, quelque chose qui a bien fonctionné dans ta journée. C'est prouvé. Les chercheurs ont dit que si, obligatoirement, chaque jour, tu identifies 2 affaires positives dans ta journée, ça influence ta façon d'être, ça influence la façon que tu vas interagir avec les gens. Et ça devient inné. Ça devient inné. À un moment donné, à force de te le répéter comme ça devient vraiment inné en soi de trouver des choses positives dans la journée. Autant qu'à l'inverse, il y a des gens qui vont contaminer Oui. ton environnement parce qu'ils vont tout le temps être négatifs. Ouais, je pense qu'il faut se détacher un peu de ces gens-là là, qui ne sont pas bons pour ton quotidien. En Ça fait, devient la lourd. santé mentale. Ça Oui, oui. devient lourd, Très je veux dire. lourd, Ça ouais. donne quoi? On peut être en appui, on peut aider les gens, on peut être altruiste, mais à quelque part, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, toi, tu as ça entre les mains à la maison. Tu peux prendre ma chronique, la lancer au bout de tes bras, mais tu peux la prendre et écrire sur ton petit frigidaire qu'est-ce que tu retiens de ce que je t'ai dit ce matin. Ou ton gros frigidaire en stainless. Si t'as un gros Ou ton frigidaire. congélateur dans Voilà. le sous-sol. Oui, c'est vrai. Ben, merci Francis, je me sens déjà mieux. Merci. Hey, Moi aussi. Oui, ça fait du bien. c'est génial. Mais cette émission-là, moi, fait partie de mon bien-être. J'aime beaucoup ça faire ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a trop de fun. Je vais vous parler, j'aime toujours ça faire des top 10 pour finir l'émission. Aujourd'hui, je vais faire un top 10 sur les armes à feu. Oh! Je trouve que c'est... Pourquoi? Non, mais pourquoi pas? OK, voilà. Parce Ça va qu'on avec ce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont pas, il y a des gens qui sont contre, des Ouais. gens qui savent pas, il y a des gens qui... Bon, peu importe. Mais j'ai sorti des statistiques intéressantes. OK. Il y en a des gens qui disent que si il arrivait, par exemple, quelque chose, mettons, quelqu'un rentre dans le studio avec une arme à feu, si on était armé, on aurait plus de chances d'arrêter qu'il y ait une tuerie de masse, en fait. Ce qui est complètement faux. Statistiquement, seulement 3 des tragédies ont été arrêtées par des gens qui avaient des armes à feu puis qui ont genre riposté ou qui ont fait des choses, contre 13 qui ont été des tragédies qui ont été arrêtées par des gens, des citoyens non armés. Donc, c'est intéressant de penser qu'on peut quand même être efficace. Autre chose qu'on pense, on pense que, tu sais, la NRA, là, National Rifle Association aux États-Unis, qui contrôle le lobby des armes à feu, il y a 33 des Américains qui possèdent des armes à feu. Mais là-dessus, il y en a seulement 7 qui sont membres et qui appuient la NRA. Donc, c'est vraiment une minorité d'Américains qui sont complètement timbrés. Il y a des tests qui ont été faits. À Boston, entre autres, ils ont décidé d'essayer d'arrêter la violence sans armes à feu.
Il y avait beaucoup de violence. Et ils sont allés voir les gangs de rue, les affaires, et ils leur ont dit, écoutez, arrêtez de vous tirer dessus, sinon, parce que, regardez, c'est votre économie, c'est les gens, c'est la population, c'est la peur. Si vous arrêtez pas, ben nous, on va vous rentrer dedans, puis là, on va vous traquer, puis là, on va vous faire la vie dure. Ben, on a vu le pourcentage de crimes avec des armes baisser de 73 %. Ah, ouais. Et juste Par la parole. menace. Ah, Ouais, ouais. par la menace, de dire, ben là, faites attention, tu sais. Le Japon, 130 millions de personnes. OK? Un des pays où il circule beaucoup aussi d'armes à feu. Combien de morts par année? Par arme à feu? Moins de 20. Hein? Oui, un modèle. On a des armes à feu, mais on ne tire pas avec. Non, mais quand même. En Islande, avant 2013, la police avait tué combien de personnes avec leur arme à feu? Avant 2013, dans l'histoire. Là. On n'ose Dans pas, hein? l'histoire, Dans l'histoire? 25. Zéro! Ah, ouais. Zéro personne. La première est arrivée en 2013 parce qu'il y a un gars qui est arrivé puis il a commencé à tirer ses polices. Puis là, Là, les ils polices ont pas se sont le choix. défendus Ouais. et après ils se sont excusés. On s'excuse. On a tué quelqu'un. Non, mais c'est fascinant, c'est fascinant. Oui, c'est vraiment. Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui possèdent le plus des armes à feu? Des hommes. Les hommes, à quel oui. pourcentage? Oh, je dirais 73-27. 96 des armes à formidable. feu sont possédées par les hommes. On parle aussi en Allemagne. En Allemagne, quand il y a eu la montée du nazisme, il y avait un contrôle des armes à feu. Et Paul dit qu'Hitler a été mis au pouvoir en 1933, mais démocratiquement. Et le contrôle des armes à feu est arrivé seulement en... enlever le contrôle des armes à feu. On seulement t'aime, mais il y en a un 1938. qui te fait signe. Pierre. Oui, mais il me reste techniquement 30 secondes. Il faut penser que la NRA, National Rifle Association, à la base a été créée pour appuyer le contrôle des armes à feu et ça a été vrai jusqu'en 1968 où ils ont changé leur fusil d'épaule. Les États-Unis sont le seul pays à faire moins de contrôle des armes à feu après une tuerie de masse. OK. Et pour survivre à une tuerie de masse, 3 choses qu'ils ont dit: courir, se cacher et combattre. Et combattre, ça ne veut pas dire avoir des armes à feu, mais des fois, juste lancer des objets, faire des choses, ça. parce que ça déstabilise le tueur. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi.